Taiyo est un orphelin vraiment pathétique qui a réussi à devenir le meilleur ami de la plus redoutable méchante qui se trouvait être issue de la plus puissante famille d'assassins. Après s'être retrouvé sans père et avoir vu le reste de sa famille également emporté dans un brutal accident de voiture, Tai fixe leurs photos durant les funérailles et réalise à quel point il est facile de perdre ce que l'on aime, agissant de manière distante en retirant immédiatement sa main d'une amie d'enfance nommée Mutsumi. Cependant, elle lui reprend la main et lui promet d'être là pour lui quoi qu'il arrive, le faisant finalement laisser échapper les larmes qu'il retenait. À l'école, plusieurs semaines plus tard, Mutsumi se présente pour lui apporter son déjeuner, et quand elle lui demande pourquoi il essaie encore si fort de repousser tout le monde, il lui dit de le laisser tranquille, car il n'est pas à la recherche d'une maman en ce moment. Malgré sa tentative évidente de l'effrayer, elle ne lui laisse pas d'autre choix que d'accepter sa nourriture, alors il la remercie avant de lui demander pourquoi elle a refusé le capitaine de l'équipe de football. À ce moment précis, le proviseur adjoint, qui a manifestement passé trop de temps à regarder Men in Black, apparaît pour voler une bouchée et exprime à quel point il est obsédé par la cuisine de Mutsumi. Quand elle lui demande comment il est déjà de retour sitôt de ses voyages de conférence, Kyoichiro affirme qu'il a tout fait pour être près d'elle et dit à Taiyo de venir le voir après les cours avant de partir. Quelques heures plus tard, Taiyo se retrouve dans son bureau, se demandant pourquoi les humains ne pratiquent plus la distanciation sociale, car ce type lui souffle pratiquement dessus. L'instant d'après, Kyoichiro lui montre une galerie entière de photos de Mutsumi, mais le véritable choc survient lorsqu'il lance une vidéo où il a failli envoyer le capitaine de l'équipe de football à battre. Alors que Taiyo envisage de crier à l'aide, Kyoichiro lui tient un couteau sous la gorge et dit qu'il ne supporte pas la relation qu'il entretient avec Mutsumi. Tout à coup, une fille dont la garde-robe semblait avoir été vidée de toutes ses couleurs saute par la fenêtre pour disparaître avec Taiyo. La chose suivante qu'il sait, c'est qu'il se réveille pour se retrouver entouré de Mutsumi et d'un groupe de rebuts de la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Après avoir sauté du canapé et exigé de savoir ce qui se passe, Mutsumi lui dit qu'ils sont tous ses frères et sœurs et explique en outre que tout le monde dans la famille est un espion surpuissant. C'est un monde maléfique dans lequel nous vivons. Alors que Kengo essaye de lui raconter tout sur la renommée de Kyoichiro en tant qu'assassin numéro 1 du pays, le système d'alarme les avertit qu'il est de retour. Alors Futaba va droit au but et dit à Taiyo qu'il doit épouser Mutsumi car c'est le seul moyen d'empêcher Kyoichiro de le tuer. Quand Mutsumi refuse et dit qu'ils ne peuvent pas simplement lui imposer une famille après qu'il vient de perdre la sienne, ils décident tous de repousser Kyoichiro pendant que Shi et Kango courent plus profondément dans la maison pour cacher Taiyo. Cependant, quelques minutes plus tard, Kyoichiro les rattrape et dit à Mutsumi d'arrêter d'essayer de le protéger. Après que Shi et le chien aient tenté d'attaquer, il déploie ses toiles de fer pour les capturer tous les deux et arrache le déguisement que Kango utilisait pour faire croire qu'il était Mutsumi. Il dit ensuite à Mutsumi de laisser tomber le déguisement de Taiyo et d'accepter qu'il est le seul à pouvoir la protéger. Au moment où elle décide d'accepter son obsession psychotique de la protéger, Taiyo sort du tableau et dit qu'il est prêt à l'épouser. Voyant qu'il est vraiment sérieux, elle déverrouille la seconde moitié de sa bague et la lui lance, mais Kyoichiro active à nouveau ses toiles d'acier pour arrêter Taiyo. Malgré cela, il se faufile à travers elle pour saisir la bague et devient officiellement le mari de Mutsumi, avant que les autres n'arrivent et le félicitent d'avoir rejoint la famille. Chez lui le lendemain matin, Kyoichiro participe à l'accueil de Taiyo en le réveillant avec son couteau brillant, à la Chucky, après quoi il le force à une séance de danse atroce avec ses toiles de fer. Heureusement, Mutsumi arrive juste à temps pour l'arrêter, mais Kyoichiro les attrape soudainement tous les deux et saute par la fenêtre pour éviter une bombe mortelle qui réduit instantanément toute la maison en ruine. Quand Taiyo demande si cela faisait partie de sa façon de dire bonjour, Kyoichiro répond que c'était en fait une tentative d'assassinat sur Mutsumi avant de les emmener dans une limousine. Il dit ensuite à Taiyo que sa vie sera toujours en danger parce qu'elle est la fille populaire que tout le monde recherche, littéralement, et aussi parce qu'elle est l'actuelle chef de leur famille, et qu'elle prendra bientôt le contrôle du monde souterrain des assassins et des espions. Kyoichiro explique en outre comment leur lignée a été remplie d'humains surnaturels au cours des derniers siècles, à l'exception d'un membre de la famille très normal qui apparaît à chaque génération et finit par être celui qui transmet le gène qui crée la prochaine génération de surpuissants. Assassin, Mutsumi étant la porteuse actuelle et la chef de famille par défaut, Kyoichiro lui dit qu'il est de la responsabilité de chaque membre de la famille de la maintenir en vie à tout prix. À ce moment-là, un groupe d'assassins du monde souterrain lance un assaut en plein jour pour l'éliminer, et Taiyo manque de se faire pipi dessus alors que la limousine est criblée de balles, mais Mutsumi lui dit de ne pas s'inquiéter car leur chien, Goliath, est un excellent conducteur. Pendant que Taiyo remet en question chaque décision de vie qu'il a jamais prise, Kyoichiro fait une pause dans son thé pour s'occuper des affaires.
Après avoir utilisé sa compétence de toile de fer pour transformer leurs ennemis en barbecue humain, il remonte à l'intérieur et dit à Taiyo qu'un poseur de bombes en série cible Mutsumi avant de lui confier sa première mission, qui est de la maintenir en vie pendant une journée entière. Il explique ensuite comment le poseur de bombes aime annoncer ses coups sur Twitter et tend une arme à Taiyo avant de promettre de le réunir avec sa famille si quelque chose arrive à Mutsumi. Alors que Taiyo passe le reste de la journée à fouiller toute l'école à la recherche de quoi que ce soit de suspect, il commence à remarquer à quel point Mutsumi fait attention à son environnement et devient encore plus dévoué à la protéger. Cependant, juste quelques minutes après le déjeuner, il oublie un instant comment être un marginal asocial et accepte un morceau de chocolat de ses amis avant que son esprit ne rattrape la réalité. Quelques instants plus tard, il se réveille dans le bureau du conseil étudiant et Mutsumi explique que l'infirmerie était fermée juste avant qu'il ne voie une bombe attachée au plafond. Après son explosion, ils survivent heureusement grâce à sa vivacité d'esprit, mais il réalise rapidement que le poseur de bombes devait la suivre à travers chacun de ses mouvements. En voyant la dernière bombe placée dans sa chemise, il décide de se sacrifier pour la protéger, mais après qu'il ait sauté, Kyoichiro la désactive et le félicite d'avoir tenu bon dans sa mission. Une fois rentré à l'intérieur, le reste de la famille apparaît et dit qu'il s'était en fait faufilé sur le campus pour aider Taiyo, puisque c'était sa première mission. Shinzo lâche ensuite le poseur de bombes et Kyoichiro l'enveloppe avec la bombe avant de le jeter dans les nuages pour offrir un spectacle de feux d'artifice au reste du groupe. Après s'être réveillé de cauchemar où il perdait Mutsumi et se faisait mordre par Goliath, Taiyo décide d'embrasser son mauvais karma et se dirige vers la chambre de Futaba pour la remercier de son hospitalité et lui demander un entraînement afin d'empêcher tous ses cauchemars de devenir réalité. Quand elle lui donne une bonne dose de réalité sur la façon dont un PNJ comme lui sera toujours désavantagé par rapport à cette brillante famille d'espions, il insiste sur le fait qu'il est prêt à relever n'importe quel défi qui lui sera lancé. Pour tester cette affirmation, elle démontre une fraction de ses capacités en le faisant tournoyer comme une poupée de chiffon, l'humiliant au passage. Elle décide ensuite de le laisser expérimenter l'entraînement spécial de leur famille, mais dit qu'il doit d'abord vivre avec eux pendant un mois entier. Il accepte facilement la condition, puisqu'il est techniquement déjà sans abri, mais après avoir failli être empalé par un piège au sol, elle s'excuse de ne pas lui avoir dit que tout le manoir est une immense machine à tuer, qui lui réservera une place au cimetière s'il ne devient pas fort le plus vite possible. Le lendemain, il essaie d'ignorer le réveil pour dormir un peu plus, et manque de figurer dans une scène de Final Destination quand il explose. À la table du petit déjeuner, quelques instants plus tard, il demande à Mutsumi comment elle a survécu sans pouvoir. Alors ils expliquent tous comment le système informatique du manoir n'attaque pas les membres acceptés de la famille. C'est alors qu'ils commencent à se plaindre d'un mal de ventre, et en apprenant qu'ils ajoutent aussi un peu de poison à chaque repas pour développer une tolérance, ils se précipitent aux toilettes seulement pour rencontrer un système de sécurité du futur. Après 3 semaines de lutte pour rester en vie, ils commencent à prendre le coup de main avec le manoir de la mort, ce qui surprend tout le monde car il leur a fallu au moins quelques mois d'entraînement pour s'habituer au piège. Pendant le petit déjeuner un matin, il demande à Mutsumi de lui passer le lait comme toujours, mais après une seule gorgée, le poison le rattrape. Alors il court aux toilettes pendant que les autres essaient d'empêcher Mutsumi de se sentir mal d'avoir failli lui faire fondre les entrailles. C'est alors qu'ils entendent tous Kengo l'appeler et le trouvent évanoui près de la porte. Alors Nanao l'emmène rapidement au laboratoire pour s'assurer qu'il va bien. Dès qu'il reprend conscience et prétend être parfaitement bien, Futaba lui dit d'arrêter la comédie et lui arrache le faux corps qu'il a obtenu de Kango, avant de dire qu'elle sait déjà qu'il a reçu de l'aide des autres pour faire croire qu'il devenait fort par lui-même. Elle exprime ensuite sa déception envers Nanao pour l'avoir laissé faire quelque chose d'aussi stupide, et quand il essaye de prendre le blâme, elle ajoute une commotion cérébrale à la liste de ses problèmes de santé, et dit qu'il doit y aller doucement avant de lui donner un livre datant du début de son propre entraînement. Quelques jours plus tard, il se rétablit complètement grâce à l'expertise médicale de Nanao et parvient également à déchiffrer le code dans la salle de bain, alors ils le célèbrent tous avant que sa bague ne se mette soudainement à briller. En la voyant, ils expliquent que le manoir l'a accepté comme membre de la famille, alors Futaba accepte de commencer son entraînement d'assassin, puisqu'il a prouvé qu'il en était digne. En marchant vers la classe avec Mutsumi au début de la semaine suivante, Taiyo sent une balle de baseball se diriger droit vers sa tête et l'attrape sans même regarder. Sa capacité à cultiver son aura convainc l'entraîneur de l'équipe de baseball qu'il a trouvé une future star, une vraie perle. Alors qu'ils déjeunent ensemble sur le toit de l'école plus tard, Taiyo lui demande de dire ce qu'elle pense. Compte tenu du regard de travers un peu théâtral qu'elle lui a lancé, en réponse, elle le prévient d'être plus discret avec l'utilisation de ses compétences en public, car il commence à attirer l'attention, comme toutes les filles qui pensent à lui maintenant quand elles entendent le mot « Lego »,« Ningyugu ». De retour à la maison cet après-midi-là, il la rejoint dans le bureau familial pour s'occuper d'une tonne de paperasse, et quand il lui demande pourquoi elle est la seule à les faire, elle lui rappelle qu'elle est la chef de famille, avant de remarquer que Kengo a oublié d'ajouter une certaine pièce jointe pour leur rapport hebdomadaire.
Quelques instants plus tard, ils arrivent dans sa chambre et sont presque assommés par l'odeur de son énorme pile de linge sale avant qu'ils ne sortent la tête du sommet pour demander ce qu'ils veulent. Mutsumi lui demande alors pourquoi il fait toujours semblant d'oublier le rapport, et il répond en sortant son déjeuner et en lui disant de le faire elle-même si c'est si important. Taiyo essaie immédiatement de trouver le rapport lui-même pour qu'il puisse en finir, mais Kango émerge alors de la pile, exhibant son costume d'Adam, et dit qu'il ne mérite pas le stress du travail. Quand elle lui dit de continuer sa tirade avec un pantalon, il lui rappelle qu'elle jouait avec lui dans le bain, il y a seulement quelques années, avant qu'elle ne décide d'être une enfant modèle et de laisser la rue derrière elle pour une vie sur le droit chemin. Cela pousse Mutsumi à bout, alors elle décide de le discipliner, mais il utilise rapidement sa compétence de clone pour tromper Taiyo avant de s'enfuir de la pièce. Cependant, Mutsumi décide de mettre tout le manoir en mode confinement pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Pendant ce temps, Shinzo vient de commencer une mission top secrète pour infiltrer une entreprise de fausse monnaie, mais après avoir sécurisé la plaque qu'ils utilisent pour forger les billets, les systèmes d'alarme du bâtiment se déclenchent. De retour au manoir, Mutsumi et Taiyo commencent à envisager d'abandonner car ils ont déjà cherché partout, mais ils le voient alors caché à l'intérieur d'un tableau. Taiyo essaie immédiatement de l'attraper et finit par être trop rapide pour Mutsumi. Mais après qu'elle l'ait rattrapé et vu qu'il s'était échappé dans une bouche d'aération secrète, elle en a marre et désactive le mode confinement. Elle décide ensuite de trouver le rapport avec Taiyo, mais dès qu'ils entrent dans sa chambre, elle lui passe une manchette au poignet et lui dit de laisser tomber le déguisement. Quand il demande de quoi elle parle, elle lui dit d'arrêter de faire semblant car il a définitivement capturé le vrai Taiyo et a mis le déguisement pour la faire arrêter le confinement. Après qu'elle lui ait dit que Taiyo n'entrerait jamais dans une pièce avant elle, Kango laisse tomber le déguisement et accepte qu'elle n'est pas la petite sœur à l'esprit lent avec laquelle il jouait. Plus tard ce jour-là, elle sert à Taiyo un délicieux repas, et il la remercie de lui avoir enfin donné de la nourriture normale, avant que la quantité impie de cyanure qu'il contient ne le rattrape. C'est alors qu'il entend le téléphone et décide d'y répondre, seulement pour se faire exploser les tympans par les cris de Shinzo. Après que Mutsumi soit passé en appel vidéo, il la supplie de l'aider, car il vient de manquer de munitions au pire moment possible. Elle dit ensuite à Taiyo qu'il est un homme enfant sans épine dorsale et sans armes, et dit qu'il doit aller aider. Quelques minutes plus tard, Taiyo entre dans le bâtiment, mais alors qu'il essaie de trouver Shinzo, un garde le repère et commence à poser des questions tout en lui tenant un pistolet sur la tempe. Utilisant l'entraînement aux armes que Shinzo lui a donné, il désarme le garde et l'assomme avant de neutraliser également les autres dans cette section. Dès qu'il trouve Shinzo, le weeb accro aux armes commence à étreindre un pistolet, mais alors tous les sbires de l'installation apparaissent, alors il reprend son rôle et commence à tirer comme un enfant américain dans un lycée. Cependant, en essayant de s'enfuir dehors, Taiyo est touché en pleine cuisse, et après qu'il soit tombé, le sniper menace de lui faire sauter la cervelle si Shinzo ne se rend pas. Au moment où il lâche son arme, Taiyo lui lance une fourchette qu'il utilise ensuite pour détruire le fusil du sniper avant de l'éliminer. Pendant qu'il finit par ramener Taiyo à la maison, un détective nommé Seiji trouve l'installation et essaie d'interroger le seul garde que Shinzo a laissé. Mais celui-ci refuse de dire un mot, alors Seiji lui ouvre la tête et décide de se concentrer sur Taiyo. Une nuit fatidique, Taiyo écoute Mutsumi jacasser au téléphone à propos de leur prochaine soirée en amoureux, quand Seiji l'intercepte et l'emmène au poste de police. Assis dans une salle d'interrogatoire, il effectue une recherche rapide sur le dark web, montrant à Taiyo toutes ses dernières frasques qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas été effacées comme celles de ses autres complices. Seiji exige de savoir avec qui Taiyo travaille, car un gamin chétif qui saute la séance de jambes ne peut pas réaliser toutes ces cascades à la Tom Cruise tout seul. Quand Taiyo prétend n'avoir aucune idée de ce dont il parle, il fait tomber un verre d'eau juste devant lui et le lui enfonce dans la gorge. Mais Taiyo s'y attendait déjà pour une raison quelconque. Cependant, après s'être débarrassé de l'eau, Seiji essaie de l'attaquer avec le marteau, alors il saute en arrière et atterrit sur un tas de corps. Alors que Seiji menace ensuite de lui fracasser le crâne, il refuse toujours de lui dire quoi que ce soit sur la famille de Mutsumi et dit qu'il préférerait rejoindre ses parents au paradis. Seiji décide alors d'exaucer son vœu, mais après qu'il ait brisé le mur, Kyoichiro sort et lui dit d'arrêter le test. Taiyo demande immédiatement ce qu'il veut dire, alors il révèle que Seiji est celui qui couvre leurs traces en échange de leur aide pour résoudre ses affaires, car ce qu'il fait réellement à son travail de policier tous les jours, c'est manger un tas de beignets. Après avoir dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Taiyo tienne 2 secondes, Seiji essaie de demander de l'aide à Kyoichiro, mais le Kyoichiro, qui aime tant sa sœur, prétend avoir une mission urgente et s'en va. En classe le lendemain, Taiyo remarque une étrange vague de fatigue envahir son corps avant que Kyoichiro n'entre et dise qu'il remplacera pour leur première leçon. Dès qu'il commence à enseigner, Taiyo essaie de piquer un somme et manque de se faire ouvrir son 3e œil par une craie supersonique, mais il esquive au dernier moment. Kyoichiro utilise ensuite le code Morse pour lui dire qu'il doit rester éveillé pour le reste du cours, malgré la sensation que ses paupières pèsent 50 livres.
Après qu'il ait expliqué en outre qu'il doit maîtriser l'état de semi, éveil pour s'assurer de pouvoir combattre à tout moment, Mutsumi rejoint leur conversation en code morse et lui dit d'arrêter d'essayer de transformer Taiyo en machine à tuer. L'instant d'après, il libère un gaz spécial qui endort tout le monde. Mais Mutsumi avait heureusement son masque à gaz à portée de main, elle reste donc consciente et continue d'essayer d'arrêter Kyoichiro. En voyant la tête de Taiyo baisser, Kyoichiro essaie de l'attaquer à nouveau avec une des craies, mais Taiyo active l'état de semi, éveille pour se protéger. Kyoichiro passe ensuite le reste de la journée à l'entraîner à le maîtriser, mais plus tard dans la nuit, Taiyo finit par effrayer Shinzo avec son somnambulisme violent. Après quelques nuits, Shion, qui ressemble à la fille de rêve de tous les geeks, termine un marathon de jeu de 3 jours et essaie de se reposer, mais un hacker audacieux franchit son pare-feu. Se forçant à se réveiller pour éviter de perdre des données précieuses, Shion prouve qu'elle est bien plus douée et impressionnante qu'un expert en technologie, alors qu'elle pénètre dans le système du hacker et manque de tout éteindre, laissant par erreur derrière elle quelques photos de Taiyo. Le lendemain matin, elle ressemble à The Walking Dead alors qu'elle informe Taiyo et Mutsumi à propos du hacker, se demandant également comment il a pu s'approcher autant en premier lieu, étant donné que seuls les membres de la famille ont la clé d'accès pour passer le pare-feu. En marchant vers l'école quelques instants plus tard, Taiyo échappe de justesse à une attaque soudaine et voit le hacker bizarre les traquer, alors il s'enfuit avec Mutsumi et attend dans une ruelle pour lui tendre une embuscade. Cependant, Shi le surprend en l'attaquant depuis le toit avant de lui déclarer son amour et de lui demander s'il voudrait bien rester immobile afin qu'elle puisse lui arracher le cœur de la poitrine. C'est alors que Mutsumi reconnaît Ayaka et dit à Taiyo qu'elle est une célèbre assassine qui ne s'en prend qu'aux hommes qu'elle trouve attirants afin de les remplir d'aiguilles comme moyen de démontrer son amour psychotique. Quand il demande pourquoi diable elle le voudrait, elle affirme que ce fut le coup de foudre quand elle a vu pour la première fois une vidéo de lui sur le dark web. L'instant d'après, elle abat un autre assassin qui le visait avant de lui montrer une prime rendue publique, disant qu'elle doit explorer tous ses recoins comme s'il était Bob l'éponge. Après qu'il ait calmement refusé l'offre et dit qu'il devait rester en vie pour Mutsumi, Ayaka lui dit d'être reconnaissante envers Kyoichiro, car bien que ce soit lui qui lui ait donné la clé d'accès pour voler des fichiers sur Taiyo, il lui a fait promettre de ne pas toucher à sa précieuse sœur. Elle montre ensuite une petite fraction de ses capacités et promet de revenir avant de s'enfuir. Le lendemain même, elle rejoint sa classe en tant que nouvelle élève et reprend immédiatement Opération Merc My Crush. Cependant, malgré avoir passé le reste de la semaine à essayer de lui tendre des embuscades, il évite facilement toutes ses attaques et commence à agir comme si elles n'existaient même pas à un certain point. Tout cela se termine un après-midi en classe quand elle décide soudainement de transformer tout le monde en zombies sans cervelle. Après qu'ils aient tous immobilisé Taiyo, Mutsumi essaie de le défendre, mais l'assassin de la ruelle apparaît alors pour se venger. L'instant d'après, Mutsumi la repousse et manque de prendre une balle dans la tête avant que Taiyo n'utilise son pistolet paralysant pour assommer l'assassin. Ayaka lui demande alors pourquoi elle la sauverait, et Mutsumi prétend que c'est parce qu'elle est ravie que quelqu'un d'autre puisse voir à quel point Taiyo est incroyable, ce qui rend Ayaka instantanément obsédée et fait de Taiyo la 5e roue du carrosse pendant leur retour à la maison. Quelques jours plus tard, Nanao appelle Taiyo à l'endroit le plus évident, littéralement nommé le laboratoire du mal, et interrompt son entraînement car il a besoin que quelqu'un vienne le chercher après sa mission actuelle, visant à neutraliser une arme biologique top secrète capable d'anéantir toute vie dans une petite ville. À la manière classique de Nano, il neutralise la bombe en la mangeant simplement, comme s'il prenait des pilules à Ibiza. Le seul hic, c'est que cette pilule le transforme en une version obèse de la Belle au bois dormant, son corps s'éteignant chaque fois qu'il active ses capacités destructrices. Quelques minutes après avoir perdu connaissance, Taiyo trouve le laboratoire mais devient méfiant en voyant que la plupart des gardes ont déjà été mis hors de combat. L'instant d'après, il aperçoit 2 assassins nommés Sway et Oga et se prépare immédiatement à un affrontement. Cependant, Sue explique qu'ils sont des espions d'élite du gouvernement envoyés pour détruire le laboratoire et Oga commence immédiatement à le complimenter à l'excès, car Taiyo est apparemment devenu une véritable célébrité dans le monde souterrain. Après qu'il ait décidé de les aider à éliminer tous les autres dans le labo, il trouve enfin Nana, mais quand Taiyo se précipite pour le vérifier, Oga l'attaque et lui dit de rester en arrière car ils doivent abattre Nana pour s'assurer que le poison ne se propage jamais. Au moment où Taiyo s'interpose devant son corps pour les repousser, Sway déchaîne une compétence supersonique qui détruit son arme et le laisse paralysé, couvert d'innombrables coupures sur tout le corps. Il promet alors de rendre les derniers instants de Nanao indolores, mais celui-ci se réveille au dernier moment et assure à Sui que le poison a été neutralisé. Après lui avoir montré un patch anti-poison pour le prouver, Sui décide de l'épargner et lui remet une pommade spéciale pour les blessures de Taiyo, avant de déclarer qu'il serait inutile de sauver un être aussi pathétique et faible. Le lendemain, au manoir, Kyoichiro décide de faire mijoter Taiyo pour avoir déshonoré la famille. Mais Nanao et Mutsumi arrivent juste à temps pour le sauver de ce sort funeste, quand il lui dit d'arrêter et affirme qu'il mérite en fait d'être puni pour avoir eu un impact négatif sur la réputation qu'ils ont bâtie dans le monde souterrain.
Kyoichiro lui rétorque d'arrêter de croire qu'un bon à rien sans talent peut faire en sorte que les gens cessent de le craindre. Il lui propose alors de l'épargner s'il parvient à se racheter en devenant meilleur que Sway. Quelques jours plus tard, dans un train, Sway le remarque et prétend qu'il pouvait sentir l'odeur du perdant à des kilomètres à la ronde. Après que Taiyo ait admis être un faible et déclaré qu'il comptait le suivre jusqu'à ce qu'il apprenne suffisamment pour devenir plus fort, Sui lui dit d'abandonner car il ne pourra jamais le suivre. Dès qu'ils arrivent à l'arrêt, il active sa compétence vitesse-lumière pour se déplacer sans être détecté, mais Taiyo trouve rapidement un moyen de le suivre, alors Taiyo déchire ses vêtements pour le maintenir occupé. Malgré cela, Taiyo passe les semaines suivantes à les suivre, lui et Oga, à chaque mission, et refuse d'abandonner, bien qu'il ait été déshabillé plus de fois que les Kardashian pendant la Fashion Week. Quelques jours plus tard, il réussit enfin à terminer une journée entière avec ses vêtements encore intacts, mais Tsuyu se lasse alors de jouer à Tom et Jerry avec lui. Après avoir promis d'être rapide, il charge, mais Taiyo le stoppe étonnamment en plein milieu de l'attaque car les innombrables déshabillages l'ont aidé à maîtriser le flux des coups de Suwei. Il projette ensuite Suwei de l'autre côté du cimetière comme un frisbee, ce qui amène Suwei à accepter qu'il a réellement du potentiel. Alors qu'Oga commence à nettoyer ses blessures et le félicite, Sui décide d'arrêter de le traiter comme un déchet total, une perte de temps et d'existence. Plus tard, Mutsumi emmène Taiyo dans un parc et lui fait porter assez de nourriture pour mettre fin à la faim dans le monde. Alors qu'il essaie de comprendre ce qu'elle prépare, il est trop stupéfait pour parler quand il voit Mutsumi rencontrer Sui et le saluer comme s'ils étaient des amis de longue date, des compagnons de toujours. Quand il s'interroge sur leur amitié, Mutsumi lui rappelle que tout le monde dans le monde souterrain s'était croisé à un moment ou à un autre. Après avoir dit qu'il devrait garder les bavardages pour la réunion avec son patron, Sui les emmène dans un café et commande un milkshake qui sonne comme un véritable danger biologique. Cependant, la caissière commence immédiatement à le taper, mais au lieu d'un milkshake, ils sont projetés dans une goulotte, et tandis que Sui en profite pour montrer à Mutsumi comment un vrai homme agit, Taiyo finit par se battre pour rester en vie, jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond. Juste à ce moment-là, il est sauvé d'un rocher par une fille qui semble provoquer des éboulements dans le pantalon des hommes. Quelques instants plus tard, Rin commence à dévorer tout le gâteau qu'ils ont apporté, tandis que Matsumi explique qu'elle est la chef de l'escouade d'élite de Suwa, et qu'elle était aussi dans la même classe que Kyoichiro. Au moment où Rin lui dit de ne pas mentionner le nom de cet incel incestueux près d'elle, il fait irruption à travers le mur et exige la libération de Matsumi. Rin lui dit alors qu'elle est venue toute seule parce qu'elle en avait marre d'avoir un frère qui essaie constamment de se montrer pervers. L'instant d'après, ils commencent un combat qui détruit lentement tout l'étage, alors Suei essaie de les arrêter, mais il est repoussé comme une mouche insignifiante. Quand Watsumi se met soudainement entre leurs coups pour les stopper, Taiyo lui pousse la tête vers le bas et se fait gifler sa salope au passage. Cependant, cela fait réaliser à Rin qu'on peut lui faire confiance. Alors Shi lui demande son aide pour découvrir les plans d'un politicien récemment devenu le favori de la nation, malgré le fait qu'il se rende probablement sur l'île d'Epstein en vacances et qu'il soit obsédé par la danse. Elle lui parle également des assassins triplés qui travaillent pour lui et dit qu'ils ont besoin de quelqu'un de nouveau dans le monde souterrain, car Yoshimasa remarquerait facilement n'importe quel membre de son escouade ou n'importe lequel des frères et sœurs de Mutsumi. Lors d'un rassemblement l'après-midi suivant, Yoshimasa présente sa dernière assistante à ses partisans, et tandis qu'ils dansent tous, Taiyo commence à regretter d'avoir choisi un déguisement féminin pour cette mission délicate. Au cours des jours suivants, il observe attentivement Yoshimasa et ses assassins triplés pour obtenir le moindre indice de leur plan, mais il continue simplement à l'horrifier avec leur danse absolument épouvantable. Quand Yoshimasa commet l'erreur de le forcer à danser avec eux, il réalise enfin qu'ils utilisaient le code Morse depuis le début et apprend rapidement tous les détails de leur plan pour faire exploser tous ses adversaires. Quelques jours plus tard, une réunion est organisée avec toutes les personnalités publiques qui ne l'ont pas soutenue, et il attend patiemment qu'elle monte sur scène avant de déclencher la bombe, mais tous sont choqués quand elle explose dans la fontaine à la place. L'instant d'après, Yoshimasa pointe son arme sur Taiyo et dit qu'il a toujours su avant d'appuyer sur la gâchette. Après avoir déployé une seconde bombe qu'ils avaient installée au dernier moment, toute la salle est recouverte de débris et de poussière, et Taiyo se relève pour dire qu'il n'est pas le seul à avoir des tours dans son sac. Les triplés se préparent alors à l'abattre, mais Sui détruit leurs armes en un instant, alors il s'enfuit. Quelques minutes plus tard, Taiyo se retrouve dans un bus observant Yoshimasa, alors qu'il le transporte vers un établissement pénitentiaire. Mais le grand-père à la bédaine de bière déclare soudainement que l'accident qui a détruit sa famille était en fait planifié. Alors que Taiyo commence à s'enquérir de la vérité, Tsui l'alerte que le Premier ministre a été kidnappé après l'explosion de la deuxième bombe. Comme sur commande, Yoshimasa sort en laissant tomber une boucle d'oreille qui fait exploser tout le bus. Après avoir à peine survécu à l'explosion, Sui lui explique que Yoshimasa était autrefois un assassin, tout comme eux, puis il a disparu de nulle part il y a des années, simulant sa propre mort pour échapper à son passé. Quelques minutes plus tard, il rejoint le Premier ministre sur le site de l'enlèvement pour une émission en direct à l'échelle nationale, et après avoir retiré son déguisement, il avoue d'innombrables meurtres.
et dit au ministre d'admettre les siens ou de prendre une balle dans la tête. Au moment où le ministre lui dit d'en finir, Taiyo met fin à la diffusion en tirant sur la caméra. Il dit ensuite à Yoshimasa d'abandonner, mais celui-ci refuse et dit à Taiyo que son arme est inutile car il n'est pas assez proche pour l'atteindre. Dès qu'il tire l'arme, Taiyo charge pour le maîtriser, mais il finit par être celui qui est capturé et est déconcerté par la facilité avec laquelle Yoshimasa a lu tous ses mouvements. Après l'apparition des triplés, Taiyo recule pour planifier son prochain mouvement correctement, mais Tsui apparaît également et utilise un mouvement combiné pour emmener les triplés plusieurs étages plus bas. L'instant d'après, Taiyo charge avec l'un des couteaux empoisonnés de Shinzo, mais Yoshimasa lit à travers son attaque une fois de plus et le poignarde avec. Tandis qu'il se vide de son sang et lutte pour rester conscient, Tsui attend que les triplés combinent leurs capacités en une grande boule de feu avant d'utiliser sa compétence passonique pour les éliminer. De retour au sommet, Taiyo parvient à se relever et charge à nouveau, alors Yoshimasa se prépare à lire ses mouvements, mais cette fois, Taiyo copie le passonique de Tsui et le combine avec toutes les astuces qu'il a apprises pour le vaincre et le mettre à terre. En réalisant qu'il a été vaincu, Yoshimasa le félicite d'être devenu si habile malgré tout ce qu'il avait traversé et décide de lui parler de l'accident. Cependant, au moment où il lui glisse une note dans la main, une balle traverse son cou et il se vide de son sang tandis que Taiyo essaye de comprendre d'où elle est venue, cherchant désespérément la source. Des heures plus tard, il suit les instructions de la note jusqu'à un arbre et y trouve une petite boîte avant de rentrer chez lui. Après avoir reçu un baiser de réconfort de Mutsumi et ouvert accidentellement la boîte qui contient apparemment un appareil pouvant contenir des informations sur sa famille décédée, Taiyo se retire dans sa chambre pour se reposer un peu, mais Ayaka lui fait une prise de tête étrange en montant sur ses épaules comme une poupée, le faisant la jeter et lui demandant pourquoi elle est habillée en femme de chambre. Mutsumi explique qu'ils l'ont engagée comme nouvelle femme de chambre résidente, tandis qu'Ayaka précise qu'elle n'a accepté le poste que pour l'éloigner de la concurrence, car la prime sur sa tête a augmenté. Elle lui propose également de l'aider à devenir un meilleur assassin et reprend immédiatement ses attaques pour le maintenir en alerte. Dans la cuisine, quelques minutes plus tard, il entend Mutsumi se plaindre de manquer de thé, que Kyoichiro préfère, avant de se diriger vers le bain pour se laver. L'instant d'après, Ayaka agit comme un paparazzi effrayant, essayant de prendre des photos sous la jupe d'une célébrité, avant de le poursuivre avec du shampoing acide jusqu'à ce qu'elle déclenche le piège électrique en se tenant dans le bain. Au lieu d'appeler à l'aide, Taiyo décide de la rejoindre dans le bain et redirige le courant vers la source d'alimentation jusqu'à ce que toute la salle de bain explose. Pour une raison quelconque, il se retrouve au-dessus d'elle et en profite pour travailler son poignet, mais le regrette immédiatement quand Kyoichiro apparaît et promet de lui faire payer sa tromperie. Le lendemain, alors qu'il sort, Mutsumi essaie de lui donner son téléphone, mais elle voit alors un appel d'un numéro enregistré comme Kuoru et tente de demander qui c'est. Après qu'il ait immédiatement saisi le téléphone et s'est enfui, Ayaka fait comprendre à Mutsumi qu'elle est la Diana de sa Kamiya, une rivale de taille. Quand il rentre plus tard dans la soirée, elle le plaque au mur et commence à exiger des réponses avant que Kyoichiro ne la rejoigne également et promette de s'assurer que ses bijoux de famille ne verront jamais la lumière du jour. Juste à ce moment-là, Momiji et son grand-père Kyoru de l'escouade de Rin apparaissent et Mamiji dit qu'elle est venue faire une livraison spéciale pour Taiyo. Quand il lui rappelle que c'était censé être un secret, elle répond que ce cachet ne fera que provoquer des malentendus. Elle sort ensuite le thé spécial dont Mutsumi parlait l'autre jour et explique comment Taiyo a risqué sa vie pendant des heures pour rassembler les ingrédients nécessaires à sa préparation. En entendant cela, Kyoichiro essaie de s'ouvrir le crâne, mais après qu'ils se soient tous assis pour le thé, sa haine pour Taiyo revient, alors Mutsumi décide de le punir en faisant en sorte que Goliath le cloue à la chaise, l'immobilisant complètement. Après avoir terminé une séance d'entraînement avec Futuba, Taiyo rentre à l'intérieur et surprend Mutsumi en train de s'extasier devant un album photo. Il s'avère qu'elle est très nostalgique car elle les appelle pour regarder la photo qu'ils ont prise après que Nano ait obtenu sa licence d'espion. Réalisant que Taiyo n'a jamais entendu parler d'une telle chose, étant donné qu'il est un paysan, Futuba explique le système de classement des espions, ce qui signifie qu'il ne sera pas officiellement reconnu par l'association tant qu'il n'aura pas réussi le test d'espion pour recevoir sa licence. Au moment où il dit qu'il aimerait passer le test, Kyoichiro apparaît pour lui dire que tout le monde dans la famille l'a réussi du premier coup avant de lui donner un aperçu de la torture qu'il subira s'il déshonore à nouveau le nom de la famille. Quelques jours plus tard, sur le lieu de l'examen, Mutsumi l'encourage alors qu'il traverse facilement la première épreuve. Mais quand il la rejoint pour se recharger pour la suivante, un concurrent décide de l'éliminer pour réclamer la prime sur sa tête. Au moment où il charge, une rafale de vent le retourne comme une crêpe, avant qu'un espion nommé Tsukyo ne lui rappelle qu'il est illégal pour les concurrents de se battre entre eux. Après son départ, Taiyo essaie de le remercier, mais il veut instantanément recréer Brokeback Mountain, avec une intention très claire. Taiyo dit alors à Mutsumi de courir, mais elle jette un coup d'œil à Tsukyo avant de dire à Taiyo de ne pas s'inquiéter, car tout le monde dans le monde souterrain sait qu'il est la version non payée de James Charles, un influenceur beauté masculin. Shi menace alors de lui couper ses précieuses noix, puisqu'il ne veut pas les utiliser correctement, mais il répond entraînant Taiyo pour le reste de l'examen. Après avoir enduré quelques heures épuisantes,
Seule une poignée de candidats atteint la dernière étape, et ils sont tous excités en entendant une annonce disant qu'ils n'ont qu'à marcher jusqu'au bout du couloir pour obtenir leur licence. Cependant, tout le sol commence soudainement à s'effondrer, alors ils se mettent tous à courir pour atteindre la fin, mais après que presque tous les autres soient tombés dans l'eau en dessous, la victime d'un coiffeur en manque de sommeil frappe Taiyo du poing pour le faire tomber. Juste avant que le sol sous ses pieds ne s'effondre, Taiyo le félicite d'être déterminé et le pousse en avant avec ses capacités, mais Taiyo revient en arrière pour le sauver de la chute. Quand il dit à Tsukio de ne pas gâcher sa chance d'obtenir la licence, le maître de l'air énergique les ramène tous les deux dans le couloir avant de dire à Taiyo qu'il a déjà réussi. En fait, il s'avère qu'il est déjà un espion de rang argent, et ne servait que d'examinateur pour voir lequel d'entre eux avait encore sa dignité intacte. Juste à ce moment-là, l'autre examinateur arrache la licence à l'ambassadeur Mohawk, et après l'avoir récupérée auprès de Tsukio, Taiyo demande « Pourquoi es-tu gay ?» Comme s'il plaisantait aussi sur les coups par derrière, mais Tsukio dit qu'il pensait chaque mot et essaie de se montrer pervers sur le champ. Plusieurs jours plus tard, Seiji apprend qu'un détenu de haute priorité s'est évadé et décide immédiatement d'appeler Kyoichiro. Pendant ce temps, Taiyo, qui vient de rentrer chez lui, est choqué de trouver un vieil homme caché dans son sac. Après que Ban ait sauté en prétendant être son grand-père, Taiyo l'accueille avec une explosion EMP surpuissante avant que Mutsumi ne clarifie que cet homme est en fait son grand-père. Quand elle lui demande la raison de sa visite soudaine, il prend un moment pour inviter Ayaka à un rendez-vous avant de prétendre qu'il voulait s'assurer que Taiyo avait assez de cran pour protéger sa petite fille, qu'il était à la hauteur de la tâche. L'instant d'après, il essaye d'emmener Taiyo pour une séance de renforcement des liens, mais Kyoichiro le capture et lui demande pourquoi il s'est évadé de sa cellule. Ban explique alors à quel point sa mission actuelle d'espionner les criminels incarcérés est ennuyeuse et dit qu'il voulait juste revivre le monde extérieur, retrouver sa liberté. Après avoir dit à tout le monde que Ban adore divulguer des informations classifiées pour impressionner les filles, Kyoichiro promet de le ramener en prison, mais Ban lui dit alors qu'avoir des cheveux gris ne le rend pas plus faible qu'il ne l'était à son apogée, à son meilleur niveau. L'instant d'après, il s'échappe des toiles de fer de Kyoichiro et déploie une bombe fumigène pour s'enfuir avec Taiyo. Dans un bar, des heures plus tard, Taiyo se lasse de regarder sa pathétique tentative de dragueur et utilise une colle spéciale qu'il sort de nulle part pour le clouer au siège. Cependant, Ban se transforme en la version adulte de Johnny Bravo, alors qu'il exhibe son corps de dieu grec et son ding-dong de canette de bière avec une fierté démesurée. Après plusieurs minutes à esquiver toutes les attaques de Tio, Ban lui dit alors de réessayer dans une décennie, mais Tio devient soudainement curieux et demande pourquoi il n'aurait pas pu simplement attendre la fin de sa mission s'il voulait vraiment les voir, s'il tenait tant à eux. Bon répond que cela devait être aujourd'hui et commence à lui raconter des histoires sur la grand-mère de Mutsumi et comment elle l'a sauvé de devenir un voyou de rue sans valeur grâce à sa beauté parfaite. Quelques minutes après le début de leur conversation, Keiko apparaît et s'assure qu'il ne peut pas s'échapper avec une menotte spéciale truquée pour exploser s'il utilise ses capacités. Alors qu'il commence immédiatement à la supplier pour la séance de roulage de pelle habituelle de leur anniversaire, Mutsumi apparaît et dit à Taiyo qu'elle est sa grand-mère. Quelques instants plus tard, Ban continue de supplier Keiko pour un rendez-vous et dit qu'il s'est évadé juste pour la voir, mais elle lui demande pourquoi il a choisi de flamber avec un tas de filles d'OnlyFans au lieu de venir la voir en premier. Elle aide ensuite la police à le réarrêter mais décide de le rejoindre dans la voiture afin qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble avant qu'il ne soit placé en isolement. Malgré cela, il s'évade à nouveau quelques jours plus tard, mais après n'avoir rencontré Kayaka, elle lui dit qu'ils sont tous allés faire du shopping. En flashback, Taiyo se remémore le voyage qu'il a fait avec sa famille avant qu'ils ne disparaissent tous de la surface de la Terre, ne laissant derrière lui que lui, comme s'il était Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Il se rend ensuite dans la chambre de Shion avec Mutsumi dans l'espoir de tirer quelque chose d'utile de l'orbe qu'il a vu dans la boîte de Yoshimasa. Quand Shion affiche la liste des invités pour le mariage de leurs parents et montre les noms des parents de Taiyo dans la liste, Mutsumi fond en larmes, supposant que la famille de Taiyo a été ciblée en raison de son association avec les Yozakura. Taiyo parvient à la calmer et explique qu'il doit y avoir une autre raison, et Shion est également d'accord avant de lui parler d'un endroit appelé la bibliothèque des morts où il pourrait éventuellement trouver de meilleures informations, des pistes plus concrètes. Peu de temps après, il trouve l'entrée secrète de la bibliothèque et y accède avec sa carte, mais, en entrant dans la bibliothèque, il observe l'employé poignarder soudainement la tête d'un type et l'emporter parce qu'il a osé parler, brisant le silence. Alors que Shion le prévient ensuite d'éviter de faire le moindre bruit, Michan continue d'éliminer les gars qui osent faire l'erreur de respirer trop fort. Après presque une heure de recherche, Taiyo trouve un livre avec les détails de l'accident de sa famille, mais est déçu car il ne lui montre que ce qu'il sait déjà, rien de nouveau. Cependant, il remarque alors une fente pour l'orbe bleu, alors il la dépose et voit que sa famille a en fait été assassinée par un groupe appelé Tanpopo. De retour au manoir plus tard dans la journée, Kyoichiro le transforme en cobaye pour sa dernière technique de torture, avant de révéler que Tanpopo est le groupe derrière la mort de la mère de Mutsumi.
Il dit ensuite à Taiyo que sa découverte de ce qui est arrivé à ses parents l'a aidé à réduire la liste des suspects impliqués dans une série de meurtres commis dans le domaine médical autour de l'époque de l'accident, le principal suspect étant désormais un médecin nommé Makoto. Kyoichiro suggère de s'introduire dans sa clinique pour comprendre comment il est lié à toute cette affaire. L'après-midi suivant, Mutsumi et Taiyo se déguisent tous deux en un vieil homme malade et sa femme, avant d'entrer dans la clinique pour un examen. Après quelques minutes d'attente, ils sont appelés à voir Makoto, qui effectue ensuite quelques tests, tout en ayant l'air du médecin idéal, parfaitement professionnel. Quelques heures après le coucher du soleil, Makoto quitte enfin son bureau pour la nuit, alors Taiyo se faufile à l'intérieur pour pirater son ordinateur avec l'aide des appareils de Shion, accomplissant sa mission secrète. En quelques minutes seulement, il découvre des informations classifiées sur la protéine spéciale transmise de génération en génération dans la famille de Mutsumi, celle qui permet de créer des espions surpuissants comme ses frères et sœurs. Au même moment, il met la main sur un plan visant à lui prendre son cœur et à reproduire artificiellement cette protéine pour en tirer un profit considérable. C'est alors que Makoto l'attaque, arrache son déguisement et exprime son choc en réalisant qu'il est toujours en vie. Lorsque Taiyo lui demande s'il est responsable de l'accident et ce qui est arrivé à la mère de Mutsumi, Makoto lui répond de leur poser la question quand il les rejoindra dans l'au-delà. Cependant, après avoir poignardé une plaque de fer dissimulée dans sa chemise, Taiyo le repousse d'un coup de pied et tente de l'électrocuter, mais il capture l'explosion à main nue avant d'utiliser une grenade assourdissante pour s'échapper. Heureusement, Taiyo avait déjà extrait toutes les données essentielles, alors il se promet solennellement de découvrir toute la vérité et de veiller à la protection de Mutsumi pendant qu'il mène son enquête. Dans un effort pour trouver plus d'indices, il télécharge toutes les données sur un ordinateur du manoir, mais il ne cesse de tomber sur des impasses avec des informations inutiles, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur des reçus de réservation d'hôtel. Kan, réalisant que le nom de l'hôtel ressemble étrangement au tatouage de pissenlit que chaque membre de Tanpopo arbore, prend cela comme une piste sérieuse et décide de s'y rendre le lendemain. Après avoir réussi à s'introduire discrètement sous le couvert d'un nouvel employé, Kyoichiro l'appelle pour lui faire part d'une information qu'il a reçue, affirmant que Makoto s'est déjà enregistré dans une suite au sommet de l'hôtel. Après lui avoir également dit qu'il avait envoyé Shinzo pour lui offrir un soutien, il lui souhaite bonne chance et raccroche le téléphone avant de faire face à Futaba, qui lui demande alors pourquoi il est soudainement si serviable. Après avoir affirmé qu'il ne faisait cela que pour aider Taiyo à faire le deuil de ce qui est arrivé à sa famille, il lui dit de s'occuper de ses affaires et s'en va. À ce moment-là, Taiyo vient de trouver l'ascenseur et tente de l'emprunter pour monter à la suite, mais après s'être fait cogner le crâne contre un mur, un autre employé lui dit que le sommet est interdit aux simples roturiers de son espèce. Quelques minutes plus tard, Taiyo commence à escalader l'hôtel avec une paire de gants spéciaux que Nanao lui a donné. Mais juste au moment où il approche du sommet, le verre commence à se fissurer, alors qu'une croqueuse de diamants au passé lourd entame une dispute houleuse avec son sugar daddy pour ne pas lui avoir offert le dernier sac Louis V. Après qu'elle ait lancé le vase le plus lourd qu'elle puisse trouver, Taiyo tombe dans la piscine et manque de mourir d'une crise cardiaque avant d'entendre une dame dire à l'un des préposés d'emmener sa lionne de compagnie jusqu'à sa suite. Peu de temps après, un costaud nommé Newman rejoint Makoto dans sa suite pour lui parler d'un employé suspect qui a tenté d'atteindre le sommet, mais Makoto l'ignore pour lui demander s'il peut essayer une chemise qu'il vient de terminer. Après le refus de Newman, il lui remet le dernier lot d'une certaine drogue et promet qu'il n'y aura pas d'effet secondaire cette fois-ci. C'est alors qu'il voit la lionne de tout à l'heure leur ordonnant de ne plus bouger, mais après que Makoto ait reconnu la voix et demandé à Taiyo pourquoi il lui faisait regretter d'avoir épargné sa vie, Taiyo retire son déguisement. L'instant d'après, Newman sort un cadre de verre entier et le lui lance avant de tenter de l'écraser d'un puissant coup de poing. Makoto lui dit alors d'utiliser Taiyo pour tester la drogue avant de s'envoler. Après l'avoir sorti de la pochette et expliqué qu'il s'agit d'une version artificielle de la protéine qui confère leur pouvoir à la famille de Mutsumi, il démontre un cas de sportif sous stéroïdes ayant mal tourné et procède à briser presque tous les os du corps de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto passe un appel téléphonique à un mystérieux individu en robe qui vient d'apparaître devant l'hôtel. Au moment où Newman attrape Taiyo par le cou pour l'achever, Shinzo fait irruption dans la pièce et tire sur Newman avec un rayon plasma avant de s'armer de toutes les armes de sa poubelle high-tech. Même s'il survit à l'explosion, Newman le nargue car il a des attentes plus élevées d'un membre de la famille Yosakura, c'est pourquoi Shinzo vide tous ses chargeurs sur lui, avant de jeter Taiyo hors du bâtiment. En quelques secondes, Newman charge avec une attaque, mais Shinzo le retient facilement, jusqu'à ce qu'il lui montre un bouton incrusté dans ses dents, menaçant de faire exploser tout l'hôtel. N'ayant pas d'autre choix, Shinzo cède pour devenir le rat de laboratoire de Newman, mais après quelques minutes à secouer tout l'hôtel avec ses puissants coups de poing, Newman lui demande pourquoi il ne veut pas simplement abandonner. Shinzo lui dit alors que devenir un mutant ne lui donnera pas la même puissance de frappe que Mike Tyson. Tout à coup, il reçoit un appel du personnel concernant un psychopathe qui tire partout dans l'hôtel, et ce psychopathe s'avère n'être nul autre que Taiyo. Avec l'aide de toutes les fausses munitions qu'il a pu rassembler,
Il effraie tout le monde dans l'hôtel au point qu'il saute des balcons dans des lits en mousse qu'il a placés à l'extérieur. En apprenant que tout le monde dans l'hôtel a été évacué, Shinzo active un canon électrique surpuissant et dit qu'il est le seul capable de le tirer à cause de son recul démentiel. Il déclenche alors une explosion et attire la foudre directement de sa source avant de griller chaque vaisseau sanguin du corps de Newman. Il dit ensuite à Taiyo qu'ils peuvent rentrer à la maison, mais juste au moment où Taiyo essaie de courir pour le rejoindre, il tombe dans les bras du vieil homme encapuchonné de tout à l'heure et le remercie pour son aide. Au moment où il part, Shinzo apparaît pour le remercier de son aide. Mais il voit alors soudainement de multiples blessures sur son corps avant qu'il ne s'effondre et perde connaissance. Au manoir 1 heure plus tard, Nanao parvient à le stabiliser. Alors il laisse tous Mutsumi veiller sur lui, et Shinzo en profite pour dire à Kyoichiro qu'il n'y a qu'une seule personne capable de retarder la réaction du corps à une attaque de ce genre. L'instant d'après, une alarme se déclenche, ce qui surprend Mutsumi car ce n'est pas l'heure habituelle, mais Shion explique alors que cela ne peut signifier qu'il y a jusqu'à 1 millier d'intrus qui tentent de s'introduire. À l'extérieur du manoir, toute une armée d'assassins dopés se prépare à envahir sous le commandement d'un homme nommé Yama, qui établit ensuite la communication avec Makoto pour le tenir informé. Alors qu'ils chargent tous droit vers l'entrée, ils rencontrent Goliath qui révèle alors sa forme la plus puissante avant de les traiter comme ses jouets à mâcher. Après que Futaba et les autres rejoignent le combat, Yama envoie une unité pour enfoncer la porte d'entrée, mais il rencontre Kyoichiro qui les attend sur les marches et commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent tous le maîtriser. Utilisant ses toiles de fer, il maintient le premier groupe en place pendant que Goliath déchire autant d'ennemis qu'il peut mordre. L'instant d'après, Yama décide de prendre les choses en main et s'excuse d'avance avant de se jeter en l'air et de briser la mâchoire de Goliath d'un puissant coup de poing qui les envoie tous les deux s'écraser à travers la porte. Et d'entrée, Kyoichiro promet alors de rendre sa mort lente et douloureuse avant de réaliser soudainement que quelqu'un brouille leur communication. L'instant d'après, Momo active le mode de confinement, enfermant Yama à l'intérieur du manoir avec Mutsumi et Taiyo toujours à l'intérieur. Après avoir dit à Futaba de ne pas s'inquiéter car ils veulent absolument Mutsumi vivante, Kyoichiro décide d'aller trouver Momo pour récupérer l'anneau qu'il utilise pour prendre le contrôle du manoir. Au moment où Kyoichiro retrouve Momo, qui s'avère également être leur père, Yama coupe l'électricité du manoir, ce qui déroute Mutsumi, car elle ne sait pas comment empêcher les signes vitaux de Taiyo de s'effondrer. Son pouls chutant rapidement, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec sa mère des années auparavant sur le pouvoir de leur sang et trouve rapidement une aiguille pour commencer une transfusion. Quelques instants plus tard, son sang commence à couler dans ses veines, mais alors qu'elle essaie de le réveiller avec sa voix, Yama trouve la pièce et bondit. L'instant d'après, Taiyo se réveille et le repousse facilement grâce à ses nouvelles capacités. Yama le remarque et essaie toujours de le maîtriser avant qu'il n'atteigne sa force maximale, mais Taiyo le frappe facilement à travers le mur et continue d'esquiver tous ses mouvements avant que le sang de Mutsumi ne fasse soudainement planter son système nerveux. Alors que Yama s'approche lentement pour l'achever, Mutsumi le serre dans ses bras pour aider à contrôler les effets de son sang, et quand il lui dit de se sauver elle-même à la place, elle lui répond qu'il n'y a nulle part où aller à cause du confinement. Après avoir sorti une arme et dit qu'elle préférerait mourir avec lui plutôt que de laisser son cœur tomber entre de mauvaises mains, elle essaie de le serrer à nouveau dans ses bras, mais Yama la jette de côté pour lui fracasser la tête. Cependant, Taiyo prend enfin le coup juste à temps et procède à percer un trou béant dans le système digestif de Yama. Tandis que cette scène chaotique se déroule, Kyoichiro demande à Momo pourquoi il est allé si loin, juste pour forcer Mutsumi dans une situation où elle n'aurait d'autre choix que d'injecter son sang à Taiyo. Après avoir dit qu'il voulait juste s'assurer que sa fille ait un mari fort, il lui souhaite bonne chance et se tourne pour partir, mais Kyoichiro déchaîne une puissante technique avec ses toiles et anéantit presque toute la forêt. Cependant, Momo saisit nonchalamment toutes les toiles et rappelle à Kyoichiro que c'est lui qui lui a tout appris. Malgré cela, Kyoichiro parvient tout de même à récupérer l'anneau, mais au moment où il rentre chez lui, il trouve Shinzo et Nanao essayant de retenir Taiyo, qui est apparemment devenu fou. Après avoir expliqué que le sang de Mutsumi est encore un peu trop pour son esprit à gérer, il maintient Taiyo en place avec ses toiles et place les écouteurs de Shion sur sa tête avant de dire à Mutsumi de le sauver de la folie avec sa voix. Ils essaient tous immédiatement de l'arrêter et rappellent à Kyoichiro ce qui s'est passé la dernière fois, qu'elle a essayé de chanter, mais il les ignore et se prépare à l'encourager. Mutsumi procède alors à terrifier la faune locale avec ses cordes vocales démoniaques et sort Taiyo de sa folie. Après s'être réveillé le lendemain avec des crampes qui feraient pâlir de honte les douleurs menstruelles, Taiyo se prépare pour l'école, car il ne peut pas laisser les autorités scolaires découvrir ses activités extrascolaires. Quand Shion suggère d'aller avec Nanao, ce qui fait que Taiyo se demande s'il ira même à l'école avec un seau sur le visage, Nanao révèle sa vraie forme. Après s'être injecté une substance mystérieuse, Nanao retrouve son corps normal, laissant Taiyo figé sous le choc.
Sur le chemin de l'école quelques minutes plus tard, il explique que son état muté habituel est ce qui empêche son ADN instable de dérailler et dit qu'il ne retrouve un corps normal que pour l'école. C'est alors que ses oreilles commencent à muter, mais il dit à Taiyo de ne pas s'en inquiéter. Peu de temps après, Taiyo retrouve ses amis pour aller en cours, mais Taiyo l'appelle ensuite pour qu'il vienne au laboratoire de biologie. Quelques instants plus tard, il arrive et voit le corps de Nanao devenir fou, alors il essaie immédiatement de l'aider à se relever, mais Nanao prétend que ce n'est rien encore une fois, avant de lui montrer comment injecter un autre liquide pour le maîtriser. C'est alors qu'une fille nommée Rin entre avec un python autour du cou et lui demande s'il va bien, s'approchant dangereusement pour vérifier sa température. Après l'avoir fait entrer en puberté prématurément, elle part nonchalamment et agit comme si Taiyo n'existait même pas. Nanao lui dit qu'elle ne se soucie que des animaux avant de lui montrer une drogue spéciale qui le maintiendra en permanence dans un état muté. Il explique en outre qu'il est inutile de lutter contre son corps, mais juste au moment où il essaie de s'injecter, Taiyo l'arrête et transforme ses yeux en chute du Niagara avant de promettre de l'aider à maintenir une vie normale jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler sa mutation. Pendant qu'il passe le reste de la journée à injecter des drogues de contrôle à Nanao, Rin retourne au laboratoire pour nourrir les animaux, mais son python avale une des pilules de Nanao et commence à délirer comme une grand-mère sous crack. Quelques instants plus tard, Nanao essaye de profiter d'une séance d'acupuncture de Taiyo. Mais après l'apparition de deux des meilleurs amis de Rin, ils entendent des cris et courent au laboratoire. En voyant le corps inconscient de Rin et une des écailles de Python, Nanao réalise ce qui s'est passé et s'en veut, mais Rin se réveille alors et court immédiatement pour sauver le python qu'il a presque utilisé comme un encas rapide. Taiyo promet alors de garder tous les autres animaux en sécurité, alors Nanao suit Rin jusqu'à la salle des serveurs pour faire sortir le python. Au moment où il se révèle et ignore les rats pour la manger à la place, Nanao accepte ce qui doit être fait et la remercie pour tout le temps qu'ils ont passé ensemble avant de transformer sa main et de laisser le python la mordre afin que ses cellules puissent annuler la mutation. L'instant d'après, il s'enfuit et Taiyo l'aide à monter sur le toit, bien qu'il ressemble au cas avant dans une publicité ringarde contre l'acné. Après l'avoir remercié pour son aide, Nanao dit qu'il est inutile d'être normal puisque Rin a déjà vu sa vraie forme et pousse Taiyo de côté pour qu'il ne puisse pas l'arrêter. Malgré cela, Taiyo frappe sa paume sur la seringue et le tire dans un câlin pour l'aider à reprendre le contrôle. Il lui rappelle ensuite la promesse qu'il s'était faite plus tôt, alors Nanao accepte de continuer à se battre pour sa vie normale avant qu'ils ne réalisent tous les deux que Rin attendait patiemment la fin de leur bromance. Après avoir ramassé sa salamandre, elle dit à Nanao qu'elle n'a aucun problème avec sa métamorphose, ce qui leur fait réaliser qu'elle vient de le classer comme un insecte. Elle dit aussi à Taiyo qu'elle vient de remarquer à quel point il est proche de Nanao, ce qui leur fait penser qu'elle pourrait connaître la vérité sur la famille, mais elle lui demande ensuite pourquoi il n'a pas simplement dit qu'il voulait rejoindre le club avant de l'entraîner pour remplir un formulaire d'adhésion. Excitée de partager une nouvelle, Mutsumi interrompt la séance d'entraînement de Taiyo avec Shinzo pour leur annoncer qu'elle a gagné une invitation à un hôtel thermal spécial pour espions dans le monde souterrain. Plus tard, ils sont au manoir quand Kyoichiro exprime son enthousiasme sur la façon dont elle a grandi et brillé aux bons endroits, seulement pour voir ses espoirs brisés lorsque Futaba lui rappelle une mission importante à laquelle il doit assister immédiatement. Après que Mutsumi ait promis de s'assurer qu'il ne manque pas la prochaine, il retrouve son enthousiasme et s'enfuit, mais revient soudainement pour dire à Taiyo qu'il n'hésitera pas à hacher ses noix comme du foie haché s'il ose même penser à faire des folies à l'hôtel. Des heures plus tard, ils montent tous dans une fourgonnette familiale, mais Shinzo s'inquiète de la route étrange qu'ils empruntent et demande à Shion si ses cartes fonctionnent réellement. Après qu'elle lui ait dit de ne pas s'en inquiéter, ils plongent d'une falaise et commencent immédiatement à dire leur dernière prière après être tombés dans l'eau, mais Shion active le mode sous-marin de la fourgonnette avant d'expliquer qu'ils ne peuvent pas atteindre l'hôtel par une route normale. Après une plongée profonde dans l'océan, ils localisent enfin l'hôtel, mais au moment où ils arrivent à la réception, le chef d'un gang les reconnaît et se met immédiatement en position de combat. Juste au moment où Taiyo charge pour l'attaquer, une Karen de poche intervient et rappelle au chef de gang que les combats sont interdits dans l'hôtel. Pour une raison quelconque, il recule immédiatement et Emma procède à accueillir Mutsumi et les autres avant de donner à Taiyo une salutation appropriée puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Quelques minutes plus tard, ils s'installent tous dans leur chambre, mais après que Futaba ait attaqué Shion pour avoir essayé de regarder du porno, elle s'approche de Mutsumi et prétend connaître la vraie raison pour laquelle elle voulait faire le voyage avant de l'assurer que Taiyo comprendra quand elle lui dira la vérité. Au coucher du soleil, ils se retrouvent tous dans la salle à manger pour le dîner, mais le chef de gang de tout à l'heure réapparaît pour faire une crise de colère et renverse accidentellement sa bière sur Futaba. Alors que toute la salle devient soudainement silencieuse pour observer sa réaction, elle perd complètement les pédales à cause du niveau élevé d'alcool dans son système et se déchaîne, alors Taiyo ramène Mutsumi dans sa chambre en sécurité. En voyant le bain dans sa chambre, il décide d'aller prendre une douche dans la sienne, mais elle l'arrête et lui demande s'ils peuvent partager le bain à la place.
Pendant ce temps, Kyoichiro vient d'arriver et dit à Emma que la mission était étonnamment facile avant qu'elle ne le conduise à la salle à manger. Quelques instants plus tard, Mutsumi rejoint Taiyo dans le bain, et après avoir remarqué à quel point il agit bizarrement, elle lui rappelle qu'ils sont mariés avant de se lever soudainement pour lui montrer ce qu'il a manqué. Il demande immédiatement ce qu'elle fait, mais après qu'il ait repéré une cicatrice entre ses seins, elle lui dit que Tanpopo l'a un jour kidnappée et a essayé de lui voler son cœur. Cependant, Momo est apparue pour la secourir, mais a abandonné la famille après ce jour-là. Elle procède ensuite à lui raconter tout le plan qu'il a monté avec Tanpopo, juste pour qu'elle l'infuse de son sang, et s'excuse de l'avoir fait entrer dans une famille aussi dysfonctionnelle. Cependant, Taiyo l'attire plus près et suggère d'aller voir son père avant de dire qu'il a pleinement accepté tout ce qui vient avec sa famille. L'instant d'après, Kyoichiro jette ce qui reste de Shinzo dans la piscine et rappelle à Taiyo sa promesse de déchiqueter ses noix s'il essayait de faire quoi que ce soit d'impur. Juste au moment où il essaye d'attaquer, Futaba apparaît avec tous les assassins de l'hôtel afin qu'ils puissent se venger de lui avec une bataille d'oreillers, et après des heures de combat, ils parviennent tous à vaincre l'effrayant pervers aimant sa sœur. Plusieurs semaines plus tard, Sui et Oga s'introduisent dans l'un des laboratoires de Makoto dans l'espoir de finalement l'attraper, mais ils se font prendre par surprise par une bombe mortelle alors que Makoto les observe de loin, après quoi ils discutent avec une dame aux cheveux blancs. Au manoir Yozakura le lendemain, Mutsumi se verse une tasse de thé et se demande comment le plan de Taiyo pour voir son père va se dérouler, avant que Goliath n'apparaisse pour la réconforter. Quelques instants plus tard, Ayaka apparaît pour lui faire un compte-rendu de tout le travail que ses frères et sœurs ont mis pour traquer Makoto et dit qu'ils n'ont pu découvrir que les itinéraires que son organisation utilise pour transporter de grands lots du substitut altérant les gènes qu'il a fabriqués. Après l'avoir remercié pour la mise à jour, Mutsumi la récompense d'une sieste sur ses cuisses avant de commencer à s'inquiéter pour la sécurité de Taiyo. Pendant ce temps, Makoto vient de rencontrer Momo dans l'un des trains de son organisation pour discuter d'un nouveau plan. À quelques wagons de lui, Taiyo transforme son nouveau travail d'agent de bord en une séance de cardio en faisant des tours de train, s'occupant de presque tous les clients, alors qu'ils continuent tous de se plaindre de ne pas pouvoir voir ou sentir correctement leur nourriture. Après avoir sauvé un garçon qui a réussi à monter sur le toit du train, il laisse tomber son arme et perd presque sa motivation à trouver quelque chose qui pourrait le mener à Makoto, mais après s'être souvenu qu'il doit accomplir la mission pour le bien de Mutsumi, il retourne à l'intérieur et voit la fille aux cheveux blancs. De tout à l'heure, sur le point de tomber, après qu'il l'ait relevée, Yuki lui rend son arme et dit qu'elle l'a vu tomber avant de se présenter à lui. Il la remercie ensuite de l'avoir sauvée, et après avoir promis de lui offrir un verre de vin, il part aider une dame qui ne cesse de se plaindre de sa fenêtre et du risque d'être étouffée par la fumée. Juste au moment où il essaye d'expliquer que le train a un moteur à vapeur, il se souvient de l'étrange plainte que presque tous les passagers ont formulée et active un détecteur de poison, avant d'apprendre que le train a été modifié pour produire une fumée incolore qui affecte les sens. Après avoir couru vers le wagon central, il utilise son arme pour faire exploser toutes les fenêtres, faisant disparaître toute la fumée. L'instant d'après, il voit Makoto avec Momo et s'approche pour saluer son beau-père en menaçant de lui faire sauter la cervelle s'il fait un seul pas. C'est alors que Yuki apparaît pour le saluer à nouveau, et Momo se place soudainement derrière lui, alors il essaye de tirer mais se fait envelopper par les cheveux de Yuki. Makoto lui dit alors qu'elle est la seule personne vivante à avoir atteint une compatibilité à 100% avec son sang Yozakura synthétique. Il explique en outre que toutes les informations qu'ils avaient obtenues ont été intentionnellement divulguées pour le faire sortir, car Tanpopo a besoin de comparer les données d'un combat entre quelqu'un amélioré par le sang Yozakura et Yuki. Après l'avoir remercié d'avoir été assez stupide pour tomber dans leur piège, il part avec Momo et Yuki tente immédiatement de l'étouffer, mais il parvient à s'échapper grâce à ses nouveaux pouvoirs avant de charger pour la neutraliser. Malgré toutes ses manœuvres d'évitement, elle le repousse comme une mouche insignifiante et décide tranquillement de lui donner un cours intensif sur son passé avec Asakura. Après avoir sorti une photo d'il y a 10 ans, alors qu'elle était sur le point de mourir d'un cancer, elle explique comment le médicament l'a aidée à survivre, à la seule exception qu'elle n'avait que 10 ans, car le médicament rongeait lentement les cellules humaines normales. Elle lui montre ensuite la mort douloureuse qui attend les personnes comme elle, ayant atteint une compatibilité totale, et quand il lui demande pourquoi elle s'infligerait une telle vie, elle lui rappelle qu'elle était pratiquement déjà morte avant le médicament, et affirme être heureuse de pouvoir au moins servir l'organisation une dernière fois en leur donnant les informations nécessaires pour éliminer Mutsumi et toute sa famille. En entendant cela, Taiyo se concentre pleinement et débloque la forme améliorée de son arme pour exaucer son souhait d'avoir un dernier combat. Après avoir rassemblé toutes ses forces et contracté chaque muscle qu'il avait développé jusqu'à présent, il lance une attaque assez puissante pour couper ses cheveux, mais elle se régénère facilement et le repousse avant de déchaîner une rafale d'attaques incessantes.
Ensuite, elle commence à communiquer avec lui en code Morse, mais le rend trop rapide pour quiconque sensant Yozakura puisse le voir. Il est confus jusqu'à ce qu'elle lui dise que Makoto ne doit absolument pas découvrir qu'elle veut révéler son lien avec la mort de sa famille. Alors qu'il se fige sous le choc, elle le ramène 10 ans en arrière, à son anniversaire, quand elle était alitée au dernier stade du cancer. Ses parents étaient passés pour célébrer en lui offrant une belle paire de boucles d'oreilles, et après qu'elle les ait remerciés, Makoto est apparu pour leur dire de s'attendre à de bonnes nouvelles du nouvel essai clinique qu'il allait lui faire subir. Après l'avoir remercié et s'être ému, ses parents ont quitté l'hôpital, mais ont continué à prendre de ses nouvelles jusqu'à quelques mois plus tard, quand elle a finalement été libérée et était assez en forme pour vivre une vie normale. À peine un mois après, elle est allée faire un bilan avec Makoto et leur a parlé de ses progrès avant qu'il ne décide soudainement de lui montrer quelque chose. Quand ils sont arrivés dans un laboratoire rempli de cadavres desséchés qu'il avait injectés avec Asakura avant elle, elle est tombée à genoux d'horreur et a demandé si les parents de Taiyo étaient impliqués dans le plan. Cependant, il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il s'était déjà assuré qu'ils soient tous morts en tant que citoyens respectables, ce qu'ils avaient dédié leur vie à devenir. Après avoir affirmé que Makoto l'avait manipulé en prétendant que ses recherches étaient importantes pour sauver des millions de vies comme la sienne, elle montre à Taiyo les boucles d'oreilles que ses parents lui avaient données, et dit qu'il y a des dispositifs GPS à l'intérieur des deux, qu'il pourra utiliser pour localiser la cachette de Makoto le moment venu. Pour s'assurer qu'il ne se doute de rien, elle reprend le combat et projette Taiyo à travers le toit, mais il devient soudainement fou, furieux et attaque. Avec le sang de Mutsumi doublant sa force à chaque seconde, Makoto s'en réjouit, mais après que Momo lui ait dit qu'une rage aveugle ne ferait que blesser Taiyo, Yuki le capture et lui dit qu'il ne pourra jamais protéger sa nouvelle famille s'il n'apprend pas à contrôler sa colère. Cela lui fait se souvenir de tous ses traumatismes de l'accident et du chemin parcouru depuis, alors il se recharge une fois de plus pour se libérer avant de se couper la cuisse pour faire couler un peu de sang, ce qui le fait perdre la tête. Son état mental stabilisé, il canalise tout ce qui lui reste dans une attaque finale, et Yuki décide de s'aligner sur son énergie en se donnant également à fond. Mais cette fois, il la transperce facilement. Elle accepte immédiatement son destin et s'excuse pour tout après être tombée dans ses bras, mais après avoir dit que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute, il lui dit que ses parents lui avaient beaucoup parlé d'elle avant qu'elle ne succombe à ses blessures. Alors que Tai se souvient qu'il doit encore arrêter le train, un énorme bras de loup apparaît soudainement derrière lui et lui déchire le dos, mais le vrai choc survient quand il voit que l'attaque vient d'une fille nommée Ai. Juste à ce moment-là, un autre monstre muté nommé Mizuki lui rappelle de toujours viser la tête et lui frotte la tête pour avoir réussi à lui porter un coup puissant. Au moment où il attrape le cou de Taiyo pour lui brûler la gorge avec des cellules remplies de poison, Futaba apparaît avec Rin pour l'aider. En les voyant, Ai saute immédiatement sur la voie et ignore les avertissements de Mizuki de revenir. Elle essaye ensuite de porter un coup encore plus fort à Rin, mais finit par être repoussée comme une mouche à cause de son aura surpuissante. Après l'avoir attrapé, Mizuki décide de s'occuper des filles en libérant le gaz toxique mortel scellé dans son ADN, mais avec l'aide de Rin, Futaba le dissout facilement avant de faire exploser le train et de sauver Taiyo. Pendant que Mizuki décide de battre en retraite avec Ai et le corps de Yuki, Futaba utilise ses pouvoirs pour transformer l'une des voitures en avion de fortune afin qu'ils puissent rentrer chez eux le plus vite possible pour soigner Taiyo. Makoto rassemble son escouade de monstres mutants pour une fête sur une île secrète en prévision de son grand plan. Pendant ce temps, Rin convoque une réunion de famille pour révéler l'emplacement de l'île qu'ils ont pu découvrir grâce à la boucle d'oreille que Taiyo a prise sur le corps de Yuki. Après qu'ils aient tous accepté une mission invasive conjointe pour mettre fin à tous les plans de Makoto une fois pour toutes, Taiyo décide d'améliorer ses compétences avec quelques jours d'entraînement intense supplémentaires, et tous les autres prennent l'initiative de commencer également les préparatifs. Plus tard ce jour-là, Taiyo essaie de rendre son arme et trouve Ban dans son tiroir, avant que Keikil n'apparaisse également pour s'assurer qu'il ne va pas trop loin. Après avoir dit à Taiyo qu'il était venu pour s'assurer qu'il débloque la forme la plus puissante de ses nouvelles capacités, il se dirige vers le terrain d'entraînement, et Ban passe la majeure partie de la semaine à pousser le corps de Taiyo à sa limite absolue. 2 jours avant la mission, il décide de lui apprendre à maîtriser pleinement le sang Yozakura qui coule dans ses veines, et Taiyo est excité de voir ce qu'il a prévu, pour finalement se retrouver dans une leçon de danse fantaisiste qui pourrait potentiellement mener à un combat à l'épée. Après l'avoir fait tournoyer pendant des minutes, il jure que rien de tout cela n'est pour son propre amusement, avant de tirer soudainement sur Taiyo, en pleine face à bout portant. Mutsumi court immédiatement pour le vérifier, et après avoir vu qu'il avait réussi à bloquer le coup à la dernière milliseconde avec son épée, Ban s'excuse de l'avoir cassé. En voyant des signes d'activation complète dans son deuxième œil, il dit que Taiyo doit encore faire face à un vrai danger et tire soudainement sur Mutsumi. Une fois de plus, Taiyo bloque le coup, mais avec sa main nue cette fois, et après que Ban ait expliqué sa capacité à durcir toutes ses cellules à volonté, Taiyo menace de lui défigurer le visage s'il refait quelque chose d'aussi dangereux. L'instant d'après, Ban s'excuse, et dit que c'était une farce qu'il avait planifiée avec l'aide de Mutsumi.
qui portait un gilet pare-balles tout le temps. La nuit suivante, ils se rassemblent tous autour du cerisier en fleurs de la famille pour un grand festin familial et passent toute la nuit à s'adonner à d'innombrables activités pour se changer les idées de la mission presque impossible qu'ils doivent entreprendre. Après plusieurs heures de plaisanterie, Mutsumi monte sur scène pour les informer du plan de mission. Et dès qu'elle termine son discours d'encouragement pour remonter leur morale, Kyoichiro traîne Taiyo à l'endroit où ils ont enterré leur mère avant de lui dire que son corps n'est pas vraiment là. Il dit ensuite qu'après sa disparition la nuit où Mutsumi a été attaqué, Tanpopo a soudainement fait tant de progrès dans leur recherche et la production d'Asakura, ce qui ne peut signifier qu'ils ont utilisé son corps. Quand il dit qu'ils doivent tous deux le récupérer secrètement sans le dire à personne d'autre, Taiyo demande pourquoi il lui ferait confiance pour mener à bien une mission aussi importante. Kyoichiro dit alors que les autres pourraient perdre le contrôle de leurs émotions s'ils apprenaient que Makoto expérimentait avec le corps de leur mère, juste au moment où il rapproche le visage de Taiyo pour lui expliquer les techniques de torture auxquelles il le soumettra s'il parle à Mutsumi. Futaba l'attaque et lui demande s'il veut maintenant s'amuser avec Taiyo avant de l'entraîner. Au lever du soleil le lendemain, ils atteignent tous l'espace aérien au-dessus de l'île, et Makoto, qui vient de se réveiller, l'apprend de Chacha, un intello qui ne couchera jamais car le but de sa vie est d'être le système informatique gérant toute la cachette. Après que Keiko leur ait souhaité bonne chance pour la mission, ils montent tous sur le dos de Goliath et chargent droit vers l'entrée pendant que Shion essaie de pirater le système et reçoit un accueil pas si amical de Chacha. À ce moment-là, Makoto vient d'apprendre qu'une fille nommée Akai est déjà montée pour accueillir leurs invités, alors il est excité de la voir enfin utiliser ses capacités au maximum. Au moment où Goliath et les autres la repèrent à l'entrée, elle invoque une main de mort enflammée pour les rôtir en plein air, mais Futaba retourne l'attaque contre elle et traverse l'entrée par la même occasion. Après que Tile et les autres soient entrés, elle remarque une flotte de renforts qui arrive avant qu'Akai n'essaye de la faire exploser à nouveau une fois qu'elle se retrouve face à face. Futaba dit à Goliath d'aller s'occuper des autres afin qu'elle puisse se concentrer sur le refroidissement de la princesse du feu. Alors qu'elle dévie facilement un autre des tirs d'Akai, Ai essaie d'encourager sa coéquipière mais Akai lui brise le cœur en disant qu'elle ne se lie pas d'amitié avec les bouches ouvertes. Makoto appelle des renforts via Chech, mais cela devient impossible, car Keiko vient de détruire tous leurs émetteurs de signaux. En entendant cela, Aonuma décide de rejoindre le combat, et quand Ai exprime son inquiétude pour lui, il lui dit de garder ses larmes pour quelqu'un d'autre car il prévoit de s'enfuir si les choses tournent mal. À ce moment-là, Akai en a déjà assez de l'air suffisant sur le visage de Futaba, alors elle décide d'activer pleinement le Hakuzura dans son système avant de déclencher une puissante explosion qui couvre toute la région. La vague de chaleur soudaine atteint un point où Shion commence à avoir du mal à lire les signatures thermiques de tout le monde, mais Futaba écarte facilement les flammes une fois de plus. Pendant qu'Akai décide de continuer jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, Taiyo et les autres essayent de se frayer un chemin à travers une horde infinie de sbires mutés avant de recevoir une visite surprise de Kurosawa, un autre monstre muté qui manipule ensuite son corps d'acier pour les attaquer. Alors que Shinzo décide de le combattre avec son approvisionnement illimité de balles, Futaba dit à Akai d'envisager d'abandonner pour ne pas avoir à lui infliger des dommages permanents, mais Akai refuse, alors elle active pleinement son sang Yozakura. En voyant cela, elle se souvient quand Makoto lui a dit qu'il serait inutile de combattre quiconque de la famille Yozakura s'il se donnait à fond, mais elle décide quand même de se battre et charge une flèche enflammée pour tester la force de Futaba. Après qu'elle ait capturé la flèche avec désinvolture et l'ait éteinte comme une bougie, Makoto dit à Akai de battre en retraite car une autre explosion ferait brûler son corps, mais elle l'ignore et prétend n'avoir plus rien à vivre avant de déchaîner l'explosion de flamme la plus puissante qu'elle puisse rassembler. Malgré cela, Futaba bloque toujours tout facilement tout en se rapprochant. Et quand elle finit par être assez proche pour l'arrêter, Akai libère plus de flammes. Au lieu d'exaucer son souhait de tout arrêter, Futaba éteint les flammes qui brûlent son corps et lui dit de se reposer un peu sur ses épaules avant d'appeler Shion, qui pirate enfin la plupart des structures de la base. Après avoir localisé l'étage avec les sujets de test, elle dit à Nanao et Kengo d'aller les sauver. Mais après avoir remarqué la direction qu'ils prennent, Makoto envoie Aonuma pour les arrêter. Au moment où il s'approche suffisamment pour libérer ses pouvoirs de niveau Sub-Zero, Kengo déploie une vingtaine de clones pour l'occuper, alors Makoto décide de faire tuer tous les sujets de test par Kurosawa à la place, afin qu'aucune de ces informations ne soit divulguée. Ei essaye immédiatement de le dissuader car certains des sujets de test sont ses amis, mais Mizuki lui rappelle rapidement qui est le chef, alors elle s'excuse d'avoir outrepassé ses droits. L'instant d'après, Kurosawa reçoit l'ordre et déchire les sbires, travaillant pour eux pour atteindre les sujets de test, mais Shinzo sort soudainement une nouvelle arme qui parvient à percer ses cellules de fer. Cela surprend Kurosawa car personne n'a jamais réussi à l'attaquer, alors il décide d'abord d'en finir avec Shinzo.
Cependant, ils sont tous deux soudainement séparés par les murs, et alors qu'ils commencent immédiatement à forer, Shion dit à Shinzo de reculer car Kurosawa pourrait être trop difficile à gérer pour lui. Après qu'il ait refusé et dit qu'il était prêt à activer pleinement son sang si nécessaire, Shion essaie de le faire changer d'avis, mais Ayaka commence à l'encourager et dit à Shion de croire en lui, car elle a vu la quantité de travail qu'il a mis dans la préparation de la mission. Une fois que Kurosawa a traversé, ils reprennent le combat, et Shinzo garde facilement le dessus, jusqu'à ce que Kurosawa décompose ses cellules pour couvrir tout le sol et transperce son bouclier pour lui infliger des blessures mortelles. Alors que son corps commence à atteindre des niveaux critiques, Shinzo se souvient à quel point il avait peur après avoir activé son sang pour la première fois, et du discours que sa mère lui avait donné sur l'importance de la vraie force. L'instant d'après, il traverse l'attaque de Kurosawa et s'excuse d'avance s'il en fait un peu trop avant d'activer pleinement ses pouvoirs. En arrachant les bras de Kurosawa en une seule attaque, il se souvient qu'il ne sera jamais aussi cool que Deadpool, et encore moins se régénérer comme lui, alors Shinzo explique que c'est un effet secondaire courant de jouer hors de sa ligue de perdants. Pour une raison quelconque, cela ne fait qu'accroître la soif de victoire de Kurosawa, et après quelques secondes d'échange de coups, il remarque que le sang de Shinzo peut l'aider à se régénérer. Au moment où il tire directement sur son bras en sang, Shinzo le remercie d'avoir libéré le sang, et procède calmement à lui couper la tête avant d'appeler les autres pour leur dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de cet Iron Man à petit budget. Juste à ce moment-là, un autre groupe de sbires le repère, mais alors qu'ils essayent d'attaquer, leur tête explose. Après que Makoto ait dit à Chacha qu'ils auraient dû installer les bombes dans chaque sujet de test, Chacha demande s'il est vraiment nécessaire de tous les faire exploser après des années de recherche, et Makoto répond en disant « Ils n'ont aucune importance pour lui tant qu'il a la mère de Mutsumi et les moyens de réussir sa mission. » De retour dans l'hélicoptère, Shion réalise enfin ce que Makoto a prévu, et leur dit à tous qu'il a stocké plusieurs tonnes d'Azakura au point le plus bas de la base, avec un plan pour faire tout exploser une fois qu'il aura atteint sa capacité maximale. Chi explique ensuite comment il prévoit de l'utiliser pour empoisonner les océans et qu'il se répande lentement vers les régions côtières, d'où une nouvelle vague d'humanité émergera après des années de sélection naturelle. Après avoir dit qu'ils avaient 30 minutes pour arrêter l'explosion, elle essaye de pirater le système à nouveau, mais Chacha prend le contrôle de son casque à la place et dit qu'il sait qu'elle compte sur la source d'énergie de son ennemi pour prendre le contrôle total de leur système. Juste à ce moment-là, Aonuma coupe la dernière source d'énergie et Chacha se prépare à faire exploser l'esprit de Shion avec le sien, mais à la dernière seconde, Kango inverse l'une des sources d'énergie et dit à Shion de ne pas s'inquiéter. Avant de déployer ses clones pour échapper à Aonuma, avec l'aide de Shion, il parvient à activer toutes les sources d'énergie. Mais juste avant d'atteindre la dernière, Aonuma active son Asakura et l'atteint juste à temps pour l'affrontement final. Juste à ce moment-là, Shion crée un blackout momentané et Kango l'utilise immédiatement pour révéler son clone d'Aonuma avant de les confondre, lui et Chacha, afin qu'il cesse de se faire confiance. Après que Kango ait décidé d'activer pleinement ses pouvoirs, Shion atteint sa capacité maximale avec le casque et active les siens également. L'instant d'après, Kengo trouve l'Aonuma original et commence à lui raconter chaque détail de son enfance misérable, le faisant complètement perdre la tête. Alors qu'Aonuma essaie de l'étrangler, il le ramène à ce à quoi ressemblait la vie dans les rues avec sa grand-mère, avant qu'elle ne se sacrifie une terrible nuit d'hiver pour le garder au chaud. Ce souvenir de ce jour fait qu'Aonuma perd progressivement le contrôle de ses émotions, mais Kengo utilise cela comme une opportunité pour faire appel à son humanité, jusqu'à ce qu'il décide finalement d'abandonner le côté obscur et s'excuse auprès de Chacha. Juste à ce moment-là, Chacha réalise qu'il est observé par une intelligence supérieure, alors Shion lui dit de ne pas être si surpris et qu'il aurait dû essayer de vivre sa vie tant qu'il en avait l'occasion. Après qu'elle l'ait fait exploser avec la salle de contrôle, Kyoichiro et Taiyo arrivent au dernier étage et défoncent la porte pour rencontrer Makoto, qui attendait leur confrontation. Quand Makoto annonce que rien ne peut être fait pour sauver la vie de qui que ce soit, Taiyo perd son sang-froid, mais Kyoichiro l'avertit que c'est un piège pour le pousser à se battre car son corps est piégé, pour déclencher l'explosion si des dommages sérieux lui sont infligés. En entendant cela, Makoto le félicite d'avoir compris mais dit qu'il n'aurait de toute façon rien pu faire car Nanao vient d'être capturé. Quelques secondes auparavant, il venait d'aider les sujets de test à s'échapper quand Ei l'a attaqué et Mizuki a suivi de près pour les assommer tous avec son gaz toxique. Après avoir neutralisé le poison avec son ADN, Nanao essaie de le raisonner et promet que ses recherches peuvent les libérer du besoin d'Asakura pour vivre afin qu'ils puissent facilement réintégrer la société. Mais Mizuki refuse l'offre et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec la société qu'il a laissée, clouée à un lit d'hôpital. Après l'avoir attaqué à nouveau, Mizuki commence à lui injecter de fortes doses de poison dans le corps. Pendant qu'il souffre, Taiyo fulmine et essaie de trouver un moyen de se battre jusqu'à ce que Sue et Oga apparaissent pour arrêter Mizuki et Ai. Après que Kyoichiro ait également entendu Rin,
qui vient d'apparaître pour combattre aux côtés de Futaba, Taiyo redevient optimiste et décide de concentrer toute son attention sur Makoto. De retour au laboratoire de recherche, Ai perd soudainement la tête et déchaîne une rafale d'attaques sur Sue et Oga, tout en leur disant de ne pas lui enlever son seul foyer. Alors que Mizuki décide ensuite de continuer à empoisonner Nanao, il décide d'activer pleinement ses pouvoirs et couvre toute la pièce d'orbe cristallisée qui annule immédiatement tout le poison qu'il a déjà libéré. Après qu'il ait également neutralisé le poison dans son bras, Oga l'appelle pour qu'il vienne voir Ei car elle s'est soudainement effondrée et ne peut plus se relever. Après un examen plus approfondi, Sui affirme avoir vu sa réaction chez d'anciens sujets de test juste avant qu'il ne perde la vie. Il attrape immédiatement sa patte pour essayer de drainer les effets d'Asakura, mais son état s'aggrave, alors Mizuki lui dit qu'ils doivent équilibrer ses cellules avec quelqu'un ayant une composition génétique similaire. Alors qu'il commence à lui transférer certaines de ses cellules mutées, cela la guérit lentement, mais Nanao remarque que cela signifierait aussi la mort pour lui. Mizuki en profite alors pour leur raconter comment lui et Makoto l'ont trouvé dans un foyer abusif et se sont assurés que sa mère ne puisse plus lui infliger de mal avant de la recueillir. Cependant, en raison de l'addiction de Makoto à tuer aléatoirement les gens qu'il ne trouvait pas utiles, il a eu recours à la maintenir toujours effrayée pour s'assurer qu'elle serait assez forte pour survivre. En entendant cela, Ai le supplie de rester, mais il s'excuse rapidement de l'avoir effrayée et promet qu'elle n'a plus à impressionner personne avant de se réduire en poussière. Juste à ce moment-là, Shion déconnecte le corps de Makoto du mécanisme de détonation, alors Taiyo essaie de le fumer avec une puissante explosion, mais il le traite comme une douche chaude décontractée. Au moment précis où il s'apprête à déclencher la bombe avec son téléphone portable, Kyoichiro le découpe en 1000 morceaux, mais il prévient Taiyo de rester extrêmement vigilant, car Makoto est apparemment assez puissant pour se reconstituer entièrement. Après avoir révélé que Shion a découvert des informations suggérant qu'il est en vie depuis plus d'un siècle, Makoto l'admet sans détour et confie qu'il a commencé à faire des recherches sur leur famille juste après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir affirmé qu'il ne pouvait absolument rien faire pour l'arrêter, il lâche un doigt et libère une véritable monstruosité, composée de répliques de toutes les personnes qu'il a jamais modifiées, puis il se dirige vers la dernière chambre afin de déclencher la bombe par lui-même. Cependant, Kyoichiro utilise ses toiles pour propulser Taiyo à travers la bête, lui permettant ainsi de se concentrer pleinement sur la défaite de Makoto. Après que Shion lui ait donné l'ordre de retenir Makoto jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle total du système de détonation, Taiyo le plaque violemment au sol et lui promet de s'assurer de son échec, mais Makoto le transperce soudainement de part en part et injecte des doses mortelles de poison dans tout son organisme. L'instant d'après, il utilise le pouvoir Yozakura qu'il a dérobé à la mère de Mutsumi pour brouiller l'esprit de Taiyo avec des images de son passé lointain. Après avoir drainé presque chaque once d'énergie vitale de son corps, il le cloue au mur et continue de lui injecter encore plus de poison, mais Taiyo parvient tout de même à riposter avec force et lui tranche les membres. Cependant, Makoto les régénère avec une facilité déconcertante avant d'activer les cellules toxiques qu'il avait implantées dans le corps de Taiyo durant leur affrontement. Alors que sa force vitale s'épuise lentement et inexorablement, Makoto anéantit ce qu'il reste de ses cellules cérébrales et décide de lui faire un dernier discours afin de justifier sa mission de muter la planète entière. À ce moment précis, Mutsumi perçoit le pouls faiblissant de Taiyo à travers sa bague, alors elle la serre contre son cœur et lui transfère une partie de son énergie vitale. Quelques instants plus tard, Makoto termine son long monologue et décide d'en finir avec la souffrance de Taiyo. Mais après l'avoir violemment enfoncé davantage dans le sol, Taiyo se relève et libère une décharge électrique d'une puissance incroyable qui déchire les bras de Makoto avant de faire exploser tous les réservoirs de Asakura. Alors qu'il tente ensuite de dire à Shion que la mission a été un succès retentissant, Makoto l'attaque de nouveau, révélant qu'il s'est en fait transformé en une sorte de char d'assaut et qu'il n'a plus qu'à se faire exploser pour que le Asakura se déverse dans l'océan. En entendant cela, Taiyo tente désespérément de l'arrêter, mais Kyoichiro et les autres arrivent enfin pour leur prêter main forte. L'instant d'après, Kango lance une attaque combinée en transformant ses clones en foreuses. Afin de percer des trous à travers le corps de Makoto, Nanao répand ensuite ses toxines dans tout son corps pour l'affaiblir suffisamment, le rendant vulnérable à une puissante déflagration sonique de Futaba et Kyoichiro. Malgré cela, Makoto reste absolument indemne, sans la moindre égratignure, ce qui les plonge tous dans un état de profonde confusion, jusqu'à ce que Taiyo réalise ce qu'il vient de faire et donne à Kyoichiro un signal que seul ce dernier peut comprendre. Suivant les ordres de Kyoichiro de se positionner pour une nouvelle attaque, avec Taiyo en première ligne, Makoto le traite d'idiot pour avoir placé le plus faible d'entre eux à l'avant-garde. Cependant, après que Futaba ait propulsé Taiyo dans les airs, Kango crée une multitude de clones pour le désorienter avant que Futaba ne fasse pleuvoir d'innombrables balles de roche. Alors que Makoto leur rappelle que les matériaux ordinaires ne peuvent absolument pas le pénétrer, Kyoichiro leur ordonne d'intensifier leurs attaques afin de le distraire du fait que l'une des balles est en réalité Kyoichiro lui-même, qui vient d'être projeté vers l'étage secret situé juste en dessous de lui, là où le corps de la mère de Mutsumi est précieusement conservé. Au moment où il aperçoit la capsule utilisée pour la conserver, il remarque une toile de fils complexes qui y sont connectés, et après en avoir touché un seul, Makoto s'y connecte psychiquement pour lui révéler que couper un seul de ses fils entraînera une explosion d'une puissance telle qu'elle suffira à le détruire complètement.
Cependant, Taiyo décide tout de même de se sacrifier en déchirant ses fils en lambeaux et en faisant exploser l'intégralité de l'étage, laissant Makoto sans suffisamment de sang Yozakura pour maintenir sa forme actuelle. Pour s'assurer que son plan réussisse, il tente rapidement de se faire exploser, mais Futaba absorbe l'onde de choc de l'explosion. Et pendant que les autres l'attaquent tour à tour sans relâche, Taiyo utilise l'effet de durcissement que Ban lui a enseigné pour rester en vie. Après avoir rejoint le combat pour porter le coup de grâce à Makoto, il emmène Kyoichiro dans la chambre froide afin qu'il puisse transporter le corps de leur mère. En seulement quelques heures, Makoto est transféré vers une cellule de haute sécurité, tandis qu'Ai et les autres sont conduits vers des établissements correctionnels pour leur réhabilitation. Quelques jours plus tard, Taiyo tente de reprendre sa vie normale au sein du manoir familial, mais après avoir aperçu Mutsumi vêtu d'une magnifique robe de mariée, Kengo change sa tenue pour un élégant smoking avant que Futaba et les autres ne lui disent de se préparer pour un véritable mariage. Après que Ban et Keiko soient également arrivés pour la cérémonie, ils passent le reste de la journée à célébrer les jeunes mariés en compagnie de nombreux amis venus du monde souterrain.